l'enregistrement. Et puis, je vais donner la parole à Guillaume Desjardins, que je remercie d'avoir accepté qu'on enregistre cette présentation pour pouvoir la remettre ensuite à disposition sous forme de vidéo sur le site web. Alors, la parole à vous, Guillaume. Merci. En fait, ça va être mon collègue Serge qui va piloter la première partie. Je vais m'occuper de la partie méthodologique. Donc, vas-y, Serge. OK, merci Guillaume. Merci à tous d'être présents. Dans le même projet de recherche que Katia a introduit et que Louise a présenté précédemment, on a mené d'autres recherches, d'autres analyses. Dans le projet de persévérance aux études universitaires versus abandon en formation à distance. Évidemment, c'est dans le cadre le projet financé par le fonds, j'oublie le nom, FRO, Fonds de recherche Société et Culture au Québec qu'on a, avec lequel on a travaillé. J'ai joint le projet en 2017. Donc, on s'est intéressé à un autre aspect, c'est-à-dire on s'est intéressé à le design des cours. Je vais revenir sur la problématique, les solutions, la méthodologie, présentation des analyses. Ça, c'est Guillaume qui va le faire. Tu peux aller à la suivante. Donc, dans la problématique, dans notre problématique, on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de réflexions qui se fait sur les designs pédagogiques. Je pense entre autres à mon collègue Gustavo qui est là aujourd'hui, Isabelle aussi, qui travaille beaucoup sur le design pédagogique. C'est quoi les approches de design, ces choses-là? Mais il semble y avoir peu d'écrits qui examinent spécifiquement la relation entre le design pédagogique et la persévérance. Ça a déjà été constaté par Mme Audet en 2008. Et ce qu'on constate en continuant dans la revue de littérature, depuis 2008, il y a peu de choses qui sortent en lien avec ça. Et pourtant, il y a plusieurs variables qui pourraient être utilisées. Donc, la question de l'interaction entre les apprenants et le contenu, les activités d'apprentissage, les activités d'évaluation. Donc, c'est quoi la nature des activités d'apprentissage ou d'évaluation, leur visée, leur positionnement dans le temps, leur fréquence, etc. Donc, il y a plusieurs variables qui pourraient être étudiées. Il y a la question des choix technologiques. Il y avait la méta-analyse de Bernard Abrami et autres qui parlait que ça pouvait avoir un impact aussi. Donc, le constat qu'on faisait, c'est qu'il y a une inadéquation des résultats des diverses études sur les variables liées au design pédagogique des cours et la persévérance et l'abandon. Donc, on est parti de là, on s'est dit comment on peut essayer d'étudier cet aspect-là. Donc, ce qu'on a fait, dans le cadre du cours, on a fait l'analyse du design pédagogique comme étant une variable. On a établi une grille d'analyse des cours et on a procédé à une analyse de l'ensemble des cours, donc les 19 cours, 19 ou 17, les cours qui ont été ciblés en utilisant cette grille d'analyse-là. Suivant. Donc, la grille d'analyse avait 5 composantes, c'est-à-dire le mode d'organisation pédagogique. Donc, c'est quoi les caractéristiques pédagogiques, design pédagogique, les activités d'apprentissage, activités d'évaluation, et ainsi de suite. Les modes d'encadrement, qui étaient la façon qu'ils étaient présentés et proposés aux étudiants. Est-ce que c'était, par exemple, est-ce que les étudiants avaient la possibilité de communiquer avec leur personne tutrice ou leur enseignant, ou est-ce qu'il y avait la possibilité d'échanger avec leur père dans le cadre du cours, dans une relation d'encadrement, ainsi de suite. On s'est aussi intéressé à savoir si le cours était entièrement en ligne, il était offert à distance, le synchrone, l'asynchrone. Et on a aussi regardé l'arborescence des liens, est-ce qu'il y avait des liens externes, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'était de décrire les caractéristiques des cours, donc tout ce qui pouvait rentrer dans les caractéristiques, là, la fréquence, par séance, le déroulement dans le temps, le maximum de variables a été considéré dans cette grille-là. Suivant. Donc, je vous donne un exemple. C'est par la première partie sur les modes d'organisation. Est-ce qu'il y avait des adaptations pour les handicaps physiques, visuels, auditifs, visuels? Si oui, est-ce que c'était dans le cours? Est-ce que c'était présenté par le département, la faculté ou l'université ou complètement ailleurs? Est-ce que c'était offert en ligne ou à distance ou en présence physique? Parce que l'objet de l'étude, on pouvait aussi avoir des cours hybrides qui comportent des parties en présence et à distance, mais le traitement qu'on a fait au final était seulement sur les cours en ligne. Est-ce qu'il y avait des outils de bureautique proposés? Est-ce qu'il y avait des outils de prise de notes qui étaient proposés? Est-ce qu'il y avait des outils pour aider à la gestion des études, donc un calendrier, une liste de tâches, une feuille de route? Donc, on allait vérifier la présence de ces outils-là et à savoir où est-ce qu'ils étaient, qui les offrait. Et voilà. Donc, en tout, on a identifié, comme ici, c'est la grille sur
la grille pour les activités d'apprentissage et d'évaluation. Donc, est-ce qu'il y avait une première séance qui durait 3 heures ou une première semaine? Est-ce que c'était en présence ou est-ce que c'était à distance? Quelles étaient les activités, la finalité des activités qu'on proposait? Est-ce que c'était des activités de découverte, d'appropriation, des exercices? Ensuite de ça, est-ce que spécifiquement, c'était quoi la formule pédagogique qui était proposée? Combien de fois il pouvait avoir? Comme vous voyez, la première colonne, il y avait 2 visites de site web dans l'ordre de la première séance. Donc, on était allé chercher ces éléments-là, les éléments sur les évaluations. Est-ce que c'était des formatifs, des sommatifs, des diagnostics? Est-ce que c'est bon? Ainsi de suite. Donc, on est vraiment allé chercher les détails. Donc, on avait d'autres éléments, le guide d'études ou le plan de cours ou le syllabus. Qu'est-ce qui était contenu, qu'est-ce qui était présenté comme information aux étudiants dans ce document-là? Donc, les objectifs, les cibles d'apprentissage, la façon que c'était présenté, les activités d'encadrement, les modalités d'encadrement. Donc, vous voyez, on a creusé très, très loin. Guillaume et les autres assistants ont travaillé fort pour analyser les cours. On a fait la même démarche auprès des modes d'encadrement. Donc, comprendre c'est quoi qu'on proposait comme encadrement et comment c'était communiqué aux étudiants. Donc, est-ce qu'on prévoyait de l'encadrement physique, des rencontres physiques, des rencontres synchrones, voilà. Ça, c'est tous les éléments qu'on a cherché à faire. Typologie de cours, est-ce que c'était à distance, en ligne, synchrone, asynchrone? Est-ce qu'il y avait la présence d'un volume papier? On aurait pu même avoir des cours sur CD-ROM ou télévisés. Là. On n'en a pas eu, mais ça aurait pu arriver qu'il y aurait pu avoir cette partie-là. Donc, et ça, c'est le dernier élément, c'est-à-dire à quel moment on proposait des liens, des hyperliens dans le site web de cours, parce que l'analyse se faisait sur le site web de cours en tant que tel. Voilà. C'est beaucoup de caractéristiques. C'est très vaste, mais on cherchait très large aussi. Puis on s'est ramassé avec un ensemble de données, puis on se posait la question, comment on va analyser ces données-là? Et le spécialiste là-dedans, c'est Guillaume. Puis c'est ce qui va vous présenter quel type d'analyse on a fait avec ça pour arriver à poursuivre la recherche en tant que telle. Voilà, Guillaume. Oui, merci. Merci Serge pour l'introduction. Donc, effectivement, la grille d'analyse des cours nous a permis d'avoir environ 623 variables par cours, ce qui est beaucoup de variables à analyser. Et le but était de faire du sens, donc de pouvoir regrouper les données en peut-être cours type. Donc, pour arriver à cette méthodologie-là, on a utilisé ce qu'on appelle l'analyse de type cluster two-step, ou l'analyse cluster par grappe en 2 étapes. Je crois que c'est la traduction française. Pour ceux qui ne connaissent pas l'analyse cluster, très sommairement, c'est une analyse exploratoire qui tente d'identifier des structures dans les données. Donc, cette analyse-là tente d'identifier des groupes de cas homogènes si les regroupements ne sont pas connus. Donc, dans le cas présent, on avait 19 cours et on voulait voir si certains des angles de cours peuvent se retrouver ensemble. Et si c'est le cas, quelles variables sont en mesure d'expliquer les caractéristiques clés de ces cours-là? On utilise l'analyse de type two-step parce que nos variables peuvent être binaires, nominales, ordinales et d'échelle. Donc, on peut avoir des réponses binaires, donc oui, non. C'est la raison pour qu'on utilise l'analyse two-step. Initialement, cette analyse-là a été principalement utilisée en anthropologie et en psychologie. Elle commence à être utilisée un petit peu plus dans le domaine de l'éducation, mais à notre connaissance, l'analyse cluster two-step n'a jamais été utilisée pour le design des cours et encore moins pour le croiser avec l'abandon et la persévérance des étudiants au niveau universitaire. Donc, concrètement, comment l'analyse cluster fonctionne, ça tente de regrouper un ensemble de variables de manière à ce que les objets d'un même groupe soient plus semblables les uns les autres et différents entre les groupes. Donc, pour arriver à ce résultat-là, les analyses statistiques, les logiciels statistiques comme SPSS, par exemple, vont nous donner ce qu'on appelle un indice de cohésion et de séparation. C'est ce qu'on voit ici en bas, le qualitaire des clusters. Donc, c'est à quelle mesure nos regroupements sont cohérents entre eux et sont différents les uns les autres dans les données. Généralement, on vise un indice de 0,5 et plus. On est dans, comme on le voit là, on est dans le vert, on est dans le positif. Dans le cas présent, on a 0,55. Donc, nos résultats démontrent qu'on a des
des cours types qui se ressemblent entre eux et qui sont différents les uns les autres. Donc, sur nos 19 cours, on a été capable de créer 5 regroupements, donc 5 typologies de cours propres au design. Et on se rend compte que sur les 623 variables analysées par la grille, il n'y en a que 22 qui sont en mesure de bien décrire ces cours entre eux. Donc, vous avez ici la répartition des clusters, donc qui sont les regroupements de cours, donc les cours types, on va les appeler dans le reste de la séance cours type 1, 2, 3, 4, 5. Cette analyse cluster-là a été faite pendant la session d'automne 2017 sur un échantillon d'environ 10 000 étudiants, là, 9 978 pour être précis. On voit ici la silhouette de cohésion est compétente. Et vous avez, bon, je vais passer brièvement les données. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, je vais pouvoir vous les rendre disponibles par la suite. Si vous voulez voir vraiment les 22 variables qui ont été positives, lesquelles et comment ils se sont différenciés les uns des autres. Mais pour vous donner une idée, le cours type 1, c'est un cours qui est axé principalement sur la lecture puis des activités d'appropriation des connaissances. Et on retrouve énormément d'exercices pratiques et d'évaluations formatives dans ce design de cours-là. Lorsqu'on va au cours de type 2, le deuxième regroupement, c'est des cours qui sont beaucoup plus axés sur des activités d'appropriation de connaissances, mais on a énormément de visites de sites web à l'externe du site de cours et on a un peu moins d'évaluations formatives. La lecture, elle est moins utilisée aussi dans ces cours de type 2. Lorsqu'on va dans le cours de type 3, c'est des types de cours qui sont très axés sur les activités d'appropriation de connaissances, axés principalement par la lecture et les exercices pratiques. Et on est beaucoup plus modéré sur la visite de sites web externes et l'évaluation formative pour les étudiants. Le quatrième type de cours, c'est très axé sur le pratique pour l'appropriation des connaissances et il y a très peu de lecture. Donc, c'est un cours qui est beaucoup plus, je dirais, actif pour l'étudiant. Et le cours type numéro 5, lui, il va avoir très peu d'exercices pratiques. Il est axé à la fois sur des activités d'appropriation et de découverte par la lecture et un haut taux d'utilisation d'évaluation formative. Donc, c'est important que vous compreniez que la description que je vous fais des cours types, si elle est très sommaire, il faut prendre en considération les 22 variables ensemble pour expliquer un design de cours. Donc, il ne faudrait pas faire de raccourcis et dire, parce que je vous ai dit que le cours de type 2, par exemple, a plus de lecture que le cours de type 1, bien, si vous avez plus de lecture, automatiquement, vous êtes un cours de type 2. C'est vraiment un agencement de 22 variables qui forment ce cours-là. Donc, il faut vraiment voir le design pédagogique d'un cours en ligne dans son ensemble global. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ces regroupements-là? On peut vérifier si ça a une influence sur l'abandon. Donc, étant donné que cette présentation ici suit le projet qui est en cours, on avait des données sociodémographiques de notre échantillon qu'on a pris à partir de l'été 2017. On avait 791 étudiants et dans un premier temps, on a décidé pardon, le mot m'échappe, de contrôler les données sociodémographiques pour vérifier si le design des cours, à lui seul, est en mesure d'expliquer l'abandon d'un cours ou non par l'étudiant. Et on se rend compte que lorsqu'on contrôle toutes les variables et qu'on regarde uniquement le design des cours, cette variable-là n'est pas en mesure d'expliquer si un étudiant va abandonner ou non ce cours-là. Par contre, lorsqu'on commence à croiser les données et les variables sociodémographiques des étudiants avec les regroupements des cours, on se rend compte qu'il y a des différences significatives. Donc, selon le type d'étudiant qu'on retrouve, s'il est dans un type de cours particulier, il peut avoir une plus grande propension ou non à l'abandon du cours. Donc, ici, vous avez la proposition d'un modèle temporaire. Donc, vous, comme Mme Papy a indiqué là, au début de la présentation, les données sociodémographiques, à elles seules, sont en mesure d'expliquer peut-être 50% du taux d'abandon d'un cours par les étudiants de l'université. Sauf que lorsqu'on les croise avec différents clusters de cours, on se rend compte qu'il y a certaines variables qui deviennent plus à risque.
notamment dans les cours type 2 et 4, par exemple, où l'état civil et la situation familiale de l'étudiant vient jouer un rôle prédominant pour expliquer sa propension à abandonner les cours ou pas. Spécifiquement, ça va être si l'étudiant est célibataire et vit seul ou avec ses parents, il est plus à risque d'abandonner des cours de type 2 et 4. Pour ce qui est du groupe, du cluster de type 3, c'est étonnamment le jugement de la situation financière qui est en mesure d'expliquer la propension d'abandon des étudiants. Si l'étudiant juge sa situation financière comme étant acceptable ou bonne, il y a moins de chances d'abandonner que s'il la juge comme étant difficile ou inacceptable. Et les cours de cluster 1 et 5, donc les cours type 1 et 5, semblent agir comme facteur de protection sur les données sociodémographiques. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on reprend les variables sociodémographiques à elles seules, sont en mesure d'expliquer l'abandon, mais lorsqu'on les passe dans les cours de type 1 et 5, ces variables-là ne deviennent non significatives. C'est-à-dire que les groupes de type 1 et 5 agiraient un peu comme un facteur de protection sur certaines variables sociodémographiques des étudiants. Donc, qu'est-ce que cette section-là nous a permis d'apprendre? Premièrement, on se rend compte qu'il est possible de regrouper les cours. Donc, les designs pédagogiques des cours en ligne ne sont pas faits aléatoirement. Il y a certains regroupements qui sont possibles entre les cours. Et ce regroupement-là, par l'analyse cluster, nous permet aussi de comprendre certaines divergences qu'on peut avoir dans la littérature. On s'est rendu compte qu'il y a certaines recherches qui indiquent que certains facteurs sociodémographiques peuvent expliquer l'abandon et d'autres n'arrivent pas à la même conclusion. Et on se rend compte que ça peut être expliqué tout simplement parce que ces études-là ont peut-être été faites dans certains types de cours, dans certains contextes de design pédagogique qui peuvent agir comme facteur de risque ou facteur de protection chez l'étudiant. Serge, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Non, non, c'est très bien. Il faut comprendre quand on parle de cours type, c'est pas, comme Guillaume le dit, c'est une caractéristique de 28 variables qui définissent statistiquement des cours types, mais il y a pas, on peut pas dire dans les 17 cours qu'on a analysés, le 1, le 3, le 5 sont des cours. Ils vont tendre, il n'y en a jamais un qui correspond à 100% à la description statistique, mais c'est comme comme on peut dire, comme des archétypes de cours qui seront des constructions statistiques vers lesquelles les cours peuvent tendre à ressembler à. Puis en faisant les analyses qu'on a faites, ça nous permet de voir que si un cours, le design pédagogique d'un cours tend vers un type ou un autre, bien, le design peut agir comme facteur de protection ou ou peut servir de combinaison avec des données sociodémographiques où là, les étudiants vont être plus à risque. Fait que ça nous donne une lecture qui est beaucoup plus qui est peut-être moins direct du fait de dire je ne sais pas, moi, l'étudiant vit avec ses parents, il y a beaucoup plus de chances d'abandonner ou de réussir. Bon, ça va plus loin que ça. Ça veut dire que l'étudiant qui vit chez ses parents, en fonction du design de cours qu'il a et du contexte dans lequel il se suit, est peut-être plus à risque ou peut-être moins à risque, justement parce que les cours ne sont pas tous pareils, ne sont pas tous faits pareils, puis il y a des caractéristiques qui sont faites. Il faut le comprendre comme ça. Voilà. Donc, il y avait aussi une question là, Emmanuel qui disait si l'étudiant vit avec ses parents, il a plus ou moins de risque d'abandonner ses études. Vas-y. Allez-y, Serge, pardon. Ben, ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-ci, la situation familiale, quand un étudiant, Guillaume, c'était-tu s'il demeure chez ses parents ou s'il demeure pas chez ses parents? S'il demeure avec ses parents ou seul et qu'il est célibataire et qu'il se retrouve dans un cours d'archétype de 2 ou 4, il est plus à risque d'abandonner. Voilà. Au contraire, s'il est conjoint de fait ou marié et qui vit avec ou sans enfant, mais son conjoint, il est moins à risque d'abandonner dans les cours de type 2 et 4. Voilà. Après ça, il y a la question de Isabelle Sarad qui dit comment pourrait-on décrire le design de ces archétypes 1 et 5? Bien, si tu reviens dans les diapositives, mettons, on prend le 5. Il y a 22 caractéristiques. Bon, les 22 caractéristiques, je ne repasserai pas au travers, mais voyez-vous,
dans les 15 modules ou 15 séances, il y avait 13 séances où on proposait des activités de découverte et des activités d'appropriation, puis il y avait 12 séances où on demandait de lire un livre ou un texte. Pas d'exercice. Il y a eu juste une séance qu'on demandait de faire des exercices, mais aussi, c'est pas juste dire « Ah, si je fais ça, je viens d'avoir un facteur de protection. » Revient à la diapo. C'est aussi, il faut comprendre qu'il faut aussi ne pas demander aux étudiants d'aller voir des sites web, il ne faut pas demander de faire des activités de rédaction de rapports de recherche. Il faut leur proposer 11 séances où est-ce qu'il y a un exercice, un quiz sommatif. Mais ça va plus loin. Là, tu peux avancer la deuxième diapo. Ça, c'est la fréquence des modules, mais c'est aussi on peut aller chercher des éléments de fréquence globale, pas le nombre de séances où on propose ça, mais la fréquence. Donc, les exercices ici, on proposait 12 exercices. Si vous combinez ça avec le fait qu'il y avait juste une séance où il y avait des exercices, dans cette séance-là, on lui en a proposé 12. Donc, il y a 22. On ne peut pas prendre juste une caractéristique, il faut prendre les 22 ensemble. C'est ce qui fait que c'est difficile à décrire, mais c'est ces constructions-là qui nous permettent de comprendre. Donc, je ne sais pas si ça l'aide à la réponse. Là. Je me permets d'intervenir ici pour oui. vous remercier tous les deux de votre présentation. Arrêtez l'enregistrement